7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Didier. Et bonjour Maud, comment ça va ? Écoutez, on fait comme on peut et vous ? Ouais, ça va bien. Surtout que je vois que les journalistes en France sont pugnaces, combatifs, se lèvent comme un seul homme pour défendre la liberté d'expression. Et ça, vraiment, je dois dire que ça fait chaud au cœur. Hein, parce qu'on dit toujours les journalistes, ils ne sont pas solidaires, etc. Non, évidemment, je blague. Je suis... Gabriel Cluzel vient de faire sa chronique sur cette censure incroyable. Enfin, pas si incroyable que ça. J'avais dit dès 2017, avant le premier tour, que si M. Macron d'aventure était élu, nous serions dans le soft fascisme. Donc nous y sommes. Tout le monde était tombé dessus. Mais bon, n'en parlons plus. Ce qui est étonnant, vous avez un pouvoir a besoin de contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, il avance. Que M. Macron ait un agenda, que M. Deloire, qui ne représente que lui-même et qui est toujours à tendre sa sébile auprès du CAC 40 ou de tous les gouvernants, qui demande, qui est toujours, c'est comme les gens qui ne donnent pas un euro au SDF du coin, mais qui sont contre l'éradication de la faim dans le monde. Lui, il est contre la censure dans le monde entier, mais en France, il faut censurer les médias, parce qu'il faut des médias, je vais dire, il faut des médias macronistes. Parce que si vous pensez hors des clous, si vous êtes de gauche, vous n'êtes pas macroniste. Si vous êtes de droite, vous n'êtes pas macroniste. Si vous êtes Raoult, si vous critiquez les traitements en cours, vous avez un tant soit peu un avis différent sur ce qui s'est passé durant le Covid, ce n'est pas bon parce que vous n'êtes pas macroniste. Voilà où nous en sommes. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est le silence des agneaux. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que les agneaux, les journalistes, ne comprennent pas qu'en étant censeurs, un jour ils seront censurés, et de toute façon, ils seront très vite remplacés par l'intelligence artificielle. Ni fleurs, ni couronne, des programmes. Eh bien, merci beaucoup Didier Maistre. En tout cas, ici, on n'est pas un média macroniste. C'est l'heure de notre vidéo avec François Asselineau. Vue de haut. Nous recevons donc ce matin François Asselineau, président de l'UPR et candidat tête de liste européenne, figure du Frexit. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Et rebonjour Didier Maisto, notre journaliste partenaire. Bonjour. Bonjour à Didier. Oui. Une première question d'actualité, François Asselineau. On en parlait tout à l'heure avec nos autres invités. On en parlait à l'instant. Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État qui a saisi l'Arcom pour contrôler la pluralité d'opinion sur CNews. On est au début de la campagne des élections européennes. Ça vous choque en termes de temporalité ? Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose, je vais quand même largement nuancer ce que j'ai entendu tout à l'heure. Pourquoi ? D'abord parce que le Conseil d'État a été saisi au sujet de savoir si le CNews agissait conformément au mandat qu'il avait reçu pour pouvoir émettre. Et donc dans ce mandat, il y avait la nécessité d'avoir une pluralité d'opinion. C'est un fait. Donc, est-ce que la pluralité d'opinion est respectée sur CNews ? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont remarqué que c'était quand même une télévision qui donne une parole tout à fait disproportionnée à Zemmour. Il ne s'agit pas de censurer Zemmour et Reconquête, mais il a une partie extraordinairement disproportionnée et tout le temps là. Et Madame Marion Maréchal est sans arrêt là. Et j'avoue que j'ai du mal personnellement à voler au secours de CNews, puisque je rappelle quand même que depuis 2 ans, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. C'est-à-dire que le candidat du Frexit, je suis actuellement le responsable politique qui fait le plus de vues sur Internet. Notre chaîne de télévision UPR TV va bientôt avoir 94 millions de vues en cumulé. J'ai droit à 0 seconde sur l'ensemble des chaînes de télévision publiques et privées, dont CNews. Les autres, c'est pareil d'ailleurs. Donc moi, je serais davantage convaincu par les plaidoyers de la liberté d'expression de M. Pascal Praud, auquel je lance d'ailleurs ici un appel. Et je demande d'ailleurs à tous les auditeurs d'appeler M. Pascal Praud, par exemple, sur CNews, en disant que c'est très gentil de se battre pour la liberté d'expression, mais ce serait bien aussi qu'il y ait le camp du Frexit qui soit représenté pendant ces élections. Puisque tout à l'heure j'entendais une chronique qui parlait du clivage droite-gauche. Mais pour le clivage droite-gauche, ça n'est plus le bon clivage. C'est vrai, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, tous les journaux avaient appelé à voter Macron, ce qui est un scandale, mais tous les journaux et tous les candidats
qui ont droit à parler dans tous les médias, sont tous pour l'Europe ou pour une autre Europe. Il n'y en a aucun qui propose ce que je propose depuis 17 ans, qui est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, François Asselineau, vous savez, on n'est pas très éloigné, je dirais même que nous sommes très proches sur le sujet. Je déplore comme vous que les candidats souverainistes ou que les personnalités qui défendent, dont je fais partie, le Frexit ou en tout cas le souverainisme, sans prononcer forcément le mot, n'aient pas tellement droit de citer, alors que ces idées, me semble-t-il, sont majoritaires aujourd'hui dans la population française. Et si j'ai dit ce que j'ai dit auparavant, c'est pour défendre un principe, parce qu'effectivement, par principe, on ne peut pas appeler à plus de censure. Et d'ailleurs, aucun média en France ne respecte le cahier des charges tel qu'il a été édicté par le CSA, aujourd'hui Arcom, et j'en sais quelque chose, puisque je suis en procès depuis 13 ans sur ces sujets-là, pour justement, entre autres, ces questions. Le pluralisme, c'est toujours le pluralisme de celui qui a les manettes, vous voyez. Oui, non, mais c'est absolument scandaleux. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on est d'accord sur le fait que il faut qu'il y ait du pluralisme, mais le problème, c'est que même ceux qui prétendent être pour le pluralisme, en fait, ne le veulent pas. Voilà. Parce que je suis désolé, tout à l'heure, je citais que sur UPR TV, on a 94 millions de vues cumulées. Je vous signale, je suis allé regarder, tous les auditeurs peuvent aller le voir. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Horizon TV, qui est la chaîne de monsieur Édouard Philippe. Ouais. Voilà. Nous avons 437 000 abonnés, 94 millions de vues cumulées. Monsieur Édouard Philippe, il a 1600 abonnés et il a 67 000 vues cumulées. Nous avons 1500 fois plus de personnes, de Français qui regardent notre chaîne de télévision. Et monsieur Édouard Philippe, pourtant, est présenté dans tous les médias comme quasiment le prochain président de la République, comme l'homme politique préféré des Français selon des sondages complètement bidouillés. Et il a droit à des temps d'antenne que nous, j'insiste, Nous avons eu 0 heure, 0 minute et 0 seconde depuis 2 ans. Et nous sommes le seul parti politique qui propose, sans jamais avoir failli depuis 17 ans, la sortie de l'Union européenne. Rien à voir, par exemple, avec M. Dupont-Aignan, qui change d'avis d'ailleurs sans arrêt, qui, aux dernières nouvelles, maintenant, propose un Bruxit, c'est-à-dire sortie de la Commission en restant dans... Enfin bon, bref, c'est du bougla. Donc nous, on veut la sortie de l'Union européenne. Eh bien ça, cette chose-là, ça n'est pas présent, pareil d'ailleurs sur les chaînes de télévision. J'ai vu d'ailleurs que Madame Rachida Dati a dit qu'il fallait que le service public représente davantage la pluralité des opinions. Donc je viens d'écrire à Madame Dati pour lui demander un entretien, parce que le vrai clivage de notre époque, ça n'est plus entre la droite et la gauche qui sont tous européistes et qui, au bout du compte, font toujours la même politique. On le voit comment Madame Mélanie, encore une fois, a trahi tous ses électeurs puisqu'elle est européiste, elle est obligée de suivre l'agenda européen. Le grand débat de notre époque, qui est en train de s'imposer d'ailleurs en Allemagne, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, etc., c'est oui ou non, est-ce qu'on reste dans cette structure qui s'appelle l'Union européenne ? Eh bien, ce débat-là n'a pas lieu. Il est interdit d'antenne sur toutes les chaînes de radio et de télévision françaises privées ou publiques. Pourquoi, à votre avis ? Ça les effraie ? Pourquoi CNews ne vous invite pas Mais parce qu'il faut... Écoutez, il faudrait demander à M. Bolloré. Il faudrait demander aussi aux responsables. Je sais, nous avons des amis journalistes qui m'ont dit qu'ils ont instruction de... C'est interdit d'inviter Asselineau. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous m'invitez. Oui. Vous m'invitez, TV Liberté m'invite. Vous avez vu que nous avons la Gestapo, c'est-à-dire, je pense à monsieur Rudi Reichstadt, vous savez, avec son comment dirais-je, le fact-checker, Conspiracy Watch. Eh bien, il vous a classé, vous, et il a classé TV Liberté dans la complosphère, comme nous, moi d'ailleurs. En revanche, monsieur Zemmour, monsieur CNews, etc., eux ne sont pas classés dans la complosphère de Rudi Reichstadt. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le critère, au fond, de ces gens qui prétendent dire quelle est la vérité. Le critère, c'est que vous, comme TV Liberté, vous faites partie de ces médias. Je vais vous féliciter d'ailleurs. Vous m'invitez, c'en est la preuve vivante. Vous n'avez pas peur d'inviter quelqu'un qui va au fond des choses et qui prend à bras-le-corps le vrai problème de notre époque, qui est le maintien ou non dans l'Union européenne, dans cette structure supra-fédérale qui est en train de nous entraîner au désastre.
d'ailleurs de plus en plus, moi je fais des salles combles pendant cette campagne. En plus, nous avons énormément de gens qui viennent et qui sont effarés de s'apercevoir qu'on va vers un élargissement à 10 nouveaux États, dont l'Albanie, qui est le lieu de tous les trafics, dont l'Ukraine, qui va détruire notre agriculture. C'est la FNSEA elle-même qui le dit. Donc il y a énormément de Français qui sont extraordinairement inquiets, scandalisés qu'il n'y ait jamais de débat, scandalisés des dizaines de milliards d'euros que l'Union européenne envoie à l'Ukraine pour terminer ensuite dans les poches de Zelensky et de son gang, etc. Et ça, ce débat-là, il est interdit, en fait. Il est interdit. Alors justement, François Asselineau, nous avons eu un certain nombre de déclarations durant ces derniers jours, depuis une semaine, du chancelier allemand, Scholz, qui demande finalement aux économies européennes, aux pays européens de l'Union européenne, en tout cas, de se préparer et d'être dans une économie, de passer dans une économie de guerre. Nous avons Ursula von der Leyen, qui appelle, elle, sans arrêt, régulièrement à la guerre. Monsieur Macron, qui fait de même, et qui va saluer l'entrée de la Suède dans l'OTAN, etc., et qui fait un peu le VRP comme ça en Europe, toujours avec ce vocabulaire belliqueux de guerre. Et puis nous avons aussi Monsieur Breton, qui est dans cette pensée-là de guerre, toujours plus, et qui propage pour le coup des fake news, puisqu'il dit que les industries militaires européennes sont bien plus importantes que la Russie. En réalité, la Russie, tout le monde peut le vérifier, produit plus que les États-Unis et l'Europe combinée, qu'il s'agisse des chars, des missiles, des munitions, des sous-marins, etc. Bon, passons. Quel regard portez-vous sur ces... Est-ce que ça vous alarme? Est-ce que ça vous inquiète? Et selon vous, est-ce qu'on va inéluctablement, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, vers un conflit majeur, peut-être une troisième guerre mondiale? Alors, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je vous rappelle que dans la tragédie grecque, Cassandre, qui prévoyait des malheurs épouvantables, se révélait être exacte. Ses prévisions étaient exactes. J'ai fait, tout le monde peut aller le vérifier en ligne sur notre site upr.fr ou sur UPR TV. J'ai fait une conférence il y a 10 ans, c'était même en novembre 2013, où j'expliquais que l'Europe nous emmenait vers la guerre. Et donc, depuis 10 ans, j'ai prévu ce qui est en train de se produire, exactement ce qui est en train de se produire. Et moi, je pense qu'on peut être très raisonnablement inquiet parce que nous voyons que nous avons affaire, nous sommes dirigés non pas par des gens qui souhaitent l'intérêt de leur peuple ni de leur nation, nous sommes dirigés par des gens qui ont été catapultés au pouvoir par des artifices médiatiques, ceux dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Monsieur Macron, il a été formellement élu par les Français, mais en fait, les Français ont été placés sous hypnose à 2 reprises au moment des élections présidentielles. Je rappelle, je l'ai déjà dit 50 fois, qu'en 2017, puisqu'on parlait des temps de parole, monsieur Macron a eu 25% du temps de parole calculé par le CSA, quand moi j'ai eu 0,8%, de telle sorte qu'il y a des gens qui me disent « Vous comprenez, monsieur Asselineau, vous avez fait 1%, les Français ne s'intéressent pas à vous ». C'est pas ça, c'est que quand je suis arrivé à l'élection présidentielle de 2017, il y avait peut-être 4 à 5% des Français qui me connaissaient. Tandis que M. Macron, pendant 2 ans, avait fait l'objet d'un bombardement médiatique pour être élu. Donc, il est bien évident que alors ce qu'il est vrai de Macron est vrai de Meloni, c'est vrai de Schulz, c'est vrai de Geert Wilders, etc. Il est évident que ces responsables politiques qui sont catapultés par des artifices médiatiques, puisque les médias sont tenus par une oligarchie, bien après ils doivent des comptes à qui? Pas au peuple, ils doivent des comptes à ceux qui les ont catapultés à cet endroit-là. Et donc la France, comme un certain nombre de pays d'Europe, sont dirigés par des gens qui vont comme des somnambules vers l'objectif qu'on leur montre, qui est un objectif de guerre et qui émane notamment de ce que l'on appelle l'État profond américain, contre lequel d'ailleurs se bat Donald Trump. Il faut bien comprendre qu'il y a une lutte intense, féroce aux États-Unis entre Donald Trump, qui est un personnage fantasque, qui a des qualités et des défauts que tout le monde connaît, mais qui a au moins comme qualité justement d'entrer en choc frontal face à cet État profond qui est en concubinage avec le Parti démocrate et qui est en train de nous entraîner vers la guerre. Et je voudrais dire ici, si vous me le permettez, c'est que tous les candidats aux élections européennes qu'on présente en France, en fait, participent à cette marche vers la guerre. Je voudrais dire ici, parce que ça faut encore une fois dire les choses en face, Monsieur Bardella du Rassemblement National
Il a dit encore il y a quelques jours, non seulement le Rassemblement national soutient l'Ukraine, dénonce Poutine, mais il a dit il y a quelques jours, c'était il y a 2-3 jours je crois, sur France Info il me semble, il a dit que la Russie devait rendre toutes les terres obtenues, c'est-à-dire notamment la Crimée. Mais dire ça veut dire qu'il va vers la guerre. Parce que jamais, il n'y a pas un diplomate au monde, un expert au monde qui peut penser un instant que la Russie rendra la Crimée et le Donbass, pour une raison que je renvoie à vos auditeurs. J'ai eu l'occasion personnellement 1000 fois de l'expliquer. Là, le Donbass et la Crimée sont des terres russes depuis le XVIIIe siècle. Auparavant, c'était des terres qui relevaient de la souveraineté ottomane. Elles n'ont jamais appartenu aux polono-lituaniens qui occupent le nord-ouest de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui est un pays composite construit par Staline en 1920. Donc, le Rassemblement national, c'est pareil pour Reconquête, ne disent pas un mot sur ce qui devrait être quand même le sujet numéro 1. Nous allons en faire le sujet numéro 1 de la campagne pour les européennes. C'est qu'il faut absolument que les Français se mobilisent pour envoyer au Parlement européen des députés qui diront non, nous ne voulons pas aller vers la guerre contre la première puissance nucléaire mondiale. La Russie d'ailleurs, je terminerai là-dessus, vous avez vu, c'était hier, on a appris que la Russie vient d'envoyer pour la première fois un missile Zircon qui fait du 9900 km/h et qui a été impossible à deviner par l'Ukraine et qui a frappé, on ne l'a pas vu arriver. Voilà, c'est le missile actuellement le plus puissant au monde, le plus rapide au monde, le plus véloce. Les États-Unis sont complètement dépassés. On veut vraiment nous envoyer à la guerre contre ça pour un conflit qui ne nous concerne pas. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut aussi, on parlait de la guerre et de la situation géopolitique, on peut faire ce constat aussi sans doute pour l'agriculture, puisque les paysans sont rentrés chez eux, et ce qui m'a beaucoup frappé dans les différentes propositions qui ont été faites par les partis représentés au Parlement, personne n'a parlé de la sortie de l'Europe. Alors beaucoup ont critiqué l'Europe, l'Europe, voilà, etc. Mais personne n'a proposé la sortie. Donc, il y a des mesurettes, en fait, conjoncturelles. Comme le problème de fond n'est pas réglé, il est récurrent, il va revenir. Je rappelle qu'on a perdu 100 000 fermes en 10 ans, que le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 au cours des 4 dernières décennies, et deux agriculteurs se suicident par jour. Et on connaît, bien sûr, l'agriculture intensive, les modèles imposés par le système de mondialisation, par la mondialisation en fait, et par cette agro-industrie qui nous empoisonne au passage. Comment c'est possible qu'en France, personne ne propose, à part vous, cette sortie de l'Union européenne? Est-ce que vous serez donc tête de liste? C'est ma question. On a compris que oui. Et qui composera aussi votre liste aux européennes? Alors, vous avez 1000 fois raison, si je peux me permettre, Didier Maistre, de parler de l'agriculture. On va reboucler d'ailleurs sur CNews, parce que vous avez vu qu'il y a eu, donc c'était il y a une quinzaine de jours, un agriculteur qui s'appelle Sébastien Béraud, qui est un agriculteur de la Haute-Loire, qui a été invité sur le plateau de CNews. Vous vous rappelez? Il a crevé l'écran, si j'ose dire. Il a fait un nombre de vues absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a le journaliste qui lui a dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il a dit, c'est très simple. 1, il faut destituer Macron. 2, il faut sortir de l'Union européenne. Rappelez, et il a dit ça cash. C'est d'ailleurs ce que nous disons nous, c'est notre programme. Et il y a eu aussitôt, ça c'était très très intéressant, c'est pour ça que la liberté d'expression de CNews, personnellement, je demande à voir, c'est que aussitôt tous les journalistes lui sont tombés dessus, lui ont coupé la parole, en disant oui, mais attendez, là vous rigolez, avec une espèce de rire gras sur le thème, écoutez, vous venez de lâcher une flatulence, soyons un peu sérieux, vous savez très bien que les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Il y a un journaliste qui a dit, vous savez très bien que les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le Rassemblement national ne le propose plus. Tout ça, ce sont des mensonges à l'appel, puisque le RN, du temps du FN, n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne, contrairement à une légende urbaine. Il suffit de reprendre toutes les professions de foi du Front national depuis 1979. Vous verrez que jamais le FN n'a proposé de sortir de l'UE. C'est un peu un détail, mais ça mérite d'être rappelé. Et puis surtout, qui est-ce qui peut dire que les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne? On leur a pas posé la question. Moi, je me rappelle que rappelez-vous, en janvier 2018, Emmanuel Macron s'est rendu au Royaume-Uni. Il a été interrogé par la BBC
et qui lui a dit, Monsieur Macron, donc les Britanniques venaient de voter donc le référendum en faveur du Brexit, et la BBC lui a dit, mais Monsieur Macron, et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce qui se passerait? Et Macron avait répondu, eh bien, probablement les Français voteraient en faveur du Frexit. Absolument. Cette vidéo, nous l'avons mis de côté parce qu'elle a maintenant été pourchassée, chassée du web, mais nous l'avons mis de côté. Et Monsieur Macron, parce que ça a évidemment fait un mini scandale, et puis après ça, vous avez eu sans doute les bonnes fées qui entourent Monsieur Macron, qui ont dû téléphoner à toutes les chaînes de radio, à Google, du style il faut évacuer cette vidéo. C'est quand même Macron lui-même qui l'avait dit. Oui, c'est fou, vous trouverez d'ailleurs, ça a été repris dans des journaux de l'époque, vous le trouverez, ça a été mentionné dans des journaux de l'époque. Donc, tant qu'il n'y a pas eu de référendum sur la sortie de l'Union européenne, personne ne peut dire que les Français ne sont pas d'accord. Et puis, en plus de ça, comment les Français pourraient-ils être pour ou contre la sortie de l'Union européenne dans la mesure où il n'y a pas de débat ? Il y a des gens qui disent, beaucoup qui me disent, ah oui, mais vous comprenez, les Français, ils ont peur de sortir de l'Union européenne. Mais j'ai dit, pourquoi donc? Il n'y a pas de débat. Hein. Les Français, ils ont peur de... Et quelqu'un me dit, vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Et moi, je réponds aux gens qui me disent ça, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que l'endettement constant dans lequel s'enfonce la France, l'Italie, découle directement de notre appartenance à l'euro. Le système, le déséquilibre de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, ce qu'on appelle le système Target 2, est de plus en plus déséquilibré. Tous les financiers, demandez à quelqu'un comme Marc Toiti, demandez à Henri Guénaud, tout le monde vous dira, porte capitonnée fermée, que ça ne peut pas durer, ce système. Mais là aussi, c'est un sujet, c'est un débat qui n'a pas lieu. Alors, sur l'agriculture, effectivement, on est prié de rester dans l'Union européenne parce que les gens ne débattent pas de ça. Mais il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se disent ça suffit comme ça, il faut sortir de ce truc. Je vous propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité. Il est 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. François Asselineau, vous êtes donc candidat aux élections européennes en tête de liste. En 2019, vous aviez recueilli 1,9% des voix, si je me trompe. 1,2. 1,2% des voix. Mais vous n'avez jamais baissé les bras, vous poursuivez votre combat. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vous représenter à ces élections européennes ? D'abord, beaucoup de gens qui nous font confiance. On a eu des hauts et des bas, on a eu des problèmes internes, comme tous les partis politiques. On est reparti vraiment de l'avant depuis maintenant 2 ans. Il y a aussi un phénomène tout à fait nouveau qui s'est produit depuis 2019. C'est que j'ai créé ce parti il y a 17 ans. On va bientôt fêter le 25 mars prochain, on va fêter le 17e anniversaire. C'est énorme, 17 ans. J'ai compté 17 ans de ma vie, et personne, même mes pires adversaires, personne ne peut nier que depuis 17 ans, je dis toujours la même chose. Et il se trouve que les faits me donnent raison. Bon, donc tout ça, c'est un phénomène cumulatif. Beaucoup de gens se disent, finalement, on s'est moqué de ce monsieur, etc. On l'écoutait pas, et puis finalement, c'est lui qui avait raison. Bon, donc déjà, il y a ce phénomène qui se produit. Il y a un deuxième phénomène, c'est que lorsque j'avais créé l'UPR, l'idée de sortir de l'Union européenne paraissait une folie, un extrémisme. Bon, c'était très difficile. D'abord, les gens pensaient qu'on pouvait pas. Après ça, il y a eu le Brexit, donc les gens se sont rendus compte qu'on pouvait quand même. Et puis après ça, on a dit oui, mais le Brexit, c'est une horreur, ça marche pas. Il y a d'ailleurs des campagnes mensongères récurrentes en France où on dit que les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir fait le Brexit. C'est absolument faux. Tout ça repose sur un sondage bidouillé par un organisme qui s'appelle Opinium, dont le directeur vit aux États-Unis à la Harry Truman School dans le Missouri. Mais si vous regardez toutes les données macroéconomiques britanniques, je dis pas qu'elles sont extraordinaires, mais je dis qu'elles sont meilleures qu'en France, dans tous les domaines. Bon. Et en plus de ça, le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'OTAN, participe aux sanctions contre la Russie, donc il a aussi des problèmes que nous n'aurions pas si nous sortions de cela, puisque nous voulons aussi sortir de l'OTAN. Mais le phénomène nouveau, et ça vraiment je le vois dans les réunions publiques, on a de plus en plus de personnes âgées. Avant, on avait beaucoup de jeunes. Maintenant, on a aussi de plus en plus de personnes âgées, parce que beaucoup de personnes âgées se rendent compte qu'en fait, c'est rester dans l'Union européenne qui est devenu un extrémisme. C'est-à-dire que ça, le décrochage de l'opinion publique, ça a été avec l'affaire du Covid.
Parce que les gens pensaient que l'Union européenne, c'était un État de droit, et c'est ça. On découvre qu'en fait, on a participé, l'Union européenne a participé à cette mise en condition des populations pour se faire injecter un produit dont on découvre aujourd'hui, malheureusement, qu'il a de plus en plus d'effets secondaires nocifs. Deuxièmement, on découvre qu'il y a eu je rappelle quand même que Madame von der Leyen a passé un contrat avec son téléphone portable de 41 milliards d'euros, dont on ne connaissait rien. Et quand on commence à découvrir ce qu'il y a dans le contrat, qui a été soigneusement caché aux populations, il y a justement un article 5, alinéa 5, qui précise que le fabricant ne prend aucune responsabilité sur d'éventuels effets nocifs, etc., etc. Tout ça a été caché aux populations. Donc ça, premier décrochage. Deuxième décrochage avec l'affaire de l'Ukraine. Parce que beaucoup de Français, on les a bercés pendant des années, des décennies, j'allais dire, sur le fait que l'Europe, c'est la paix. Et on découvre que l'Union européenne est en train de nous entraîner vers la guerre. C'est ce que j'avais expliqué dans ma conférence d'il y a 10 ans, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Union européenne, en ce moment, vous avez Monsieur Thierry Breton, que Didier Maistre a cité à juste raison. Il est commissaire européen chargé du marché intérieur. Il s'est auto-chargé de coordonner la fabrication d'obus à travers l'Europe pour aller envoyer ça sur la tête des Russes. Enfin, c'est incroyable. C'est une espèce de coup d'État. Ça n'a jamais existé dans les traités européens. Et donc, de plus en plus, les Français se rendent compte que l'Union européenne, en fait, elle nous entraîne vers la guerre. Bon, c'est le deuxième décrochage. Et puis un troisième décrochage, c'est avec l'élargissement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les Français... Écoutez, les agriculteurs, on leur a promis 150 millions d'euros. Et on va donner, par l'intermédiaire de l'Union européenne, encore 10 milliards d'euros à l'Ukraine au même moment. Et je rappelle qu'au moment du vote au Parlement, tous les députés français au Parlement européen ont voté pour, sauf le RN. Mais le RN, M. Bardella et les autres, ils se sont abstenus. S'abstenir sur ce sujet, s'abstenir sur le sujet de la guerre, s'abstenir sur le fait de piquer aux Français 10 milliards d'euros pour les envoyer à la bande de Zelensky. Mais c'est absolument scandaleux. Si nous avons des députés, je peux vous dire qu'ils s'abstiendront jamais. Et ils voteront contre ce genre de choses. Alors, eh bien, il y a de plus en plus de personnes, notamment des personnes âgées, qui se rendent compte que ça va plus, quoi. Ça déconne complètement pour parler en termes familiers. On va fusionner avec l'Albanie qui est le pays de tous les trafics, avec la Géorgie maintenant, qui est un pays du Caucase, qui d'ailleurs, géographiquement, 98% de son territoire est en Asie géographique, de l'autre côté de la ligne de crête du Caucase. La Géorgie, qui a deux parties de son pays, la République d'Abkhazie au nord-ouest et la République d'Ossétie du Sud au nord, qui sont actuellement occupées par la Russie. La Géorgie est un pays en état de guerre avec la Russie, et ce pays vient d'avoir le feu vert pour commencer des négociations d'entrée dans l'Union européenne. François Asselineau, on voit que cette Europe, les dirigeants actuels poussent à l'élargissement, et parallèlement, ils poussent aussi, avec l'aide des États-Unis, à l'élargissement de l'OTAN. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 jours, Kennedy, Robert Francis Kennedy, qui a fait une petite vidéo très intéressante sur les vrais motifs de la guerre en Ukraine, avec les groupes américains, General Dynamics, Raytheon, Lockheed, Boeing, etc., qui en fait vendent des armes, fabriquent des armes, et donc il y a un lobbying qui est très bien fait. Quand des pays entrent dans l'OTAN, et il faut se spécifier, il faut les spécifications de l'OTAN pour ces armes, donc ça fait fleurir complètement l'économie. C'est l'économie américaine, l'industrie, le complexe militaro-industriel américain. Ces entreprises, faut-il le dire, sont la propriété de BlackRock. Biden a donné déjà 113 milliards, puis 28 milliards, 24 milliards, puis encore 60 milliards. Et il y a un sénateur, Mitch McConnell, qui est sénateur du Kentucky, qui est le leader républicain du Sénat, au Sénat, qui a dit ne vous inquiétez pas, ces 113 milliards, ils ne vont pas vraiment en Ukraine, ils vont aux fabricants du secteur de la défense américaine. Et donc on oblige ensuite, c'est comme un prêt, c'est pour ça que Kennedy parle du blanchiment d'argent. En fait, on aide, c'est soi-disant, l'Ukraine à s'en sortir, mais ensuite on l'oblige à vendre ses terres à l'industrie agroalimentaire, aux grandes boîtes, Monsanto, Cargill, DuPont, et c'est encore BlackRock. C'est-à-dire que les gens de bonne foi qui pensent que les États-Unis, les Ukrainiens les aiment,
vont se retrouver spoliés de leurs terres. Tous les actifs vont être vendus aux entreprises, c'est pas des entreprises d'ailleurs, aux entités financières détenues par BlackRock. Ça, c'est aussi très préoccupant, non ? Ah ben, je suis 1000 fois d'accord avec votre analyse, Didier Maistre, vous avez tout à fait raison. Derrière tout ça, il y a un cynisme, mais absolument à vomir, qui est derrière tout ça. Peu importe qu'il y ait 500 000 jeunes Ukrainiens qu'on ait envoyés au casse-pipe, sans doute quelques dizaines de milliers de Russes qui y soient passés aussi. L'essentiel, c'est de faire tourner le big business et de faire tourner le capitalisme financier avec notamment BlackRock. L'Ukraine est en train d'être un pays qui est privatisé auprès de BlackRock. Alors, j'ai rien à ajouter à ce qui a été très bien dit par Didier Maistre. Je dirais quand même simplement que les Français là-dedans, ben nous on est des petits larbins, hein, on est le doigt sur la couture du pantalon, et puis alors on essaye nous de faire notre petit BlackRock à nous. Alors vous vous rappelez que par exemple Monsieur Macron devait se rendre en Ukraine il y a quelques jours, et il devait y aller avec une délégation du MEDEF, parce qu'il y avait des entreprises françaises qui disaient nous si on peut avoir, nous c'est vrai, nous on est les larbins, mais si on pouvait avoir quelques miettes, monseigneur, qui tombaient de votre table, ça serait bon pour nos entreprises. On en est là, et vous savez que Macron d'ailleurs a été obligé au dernier moment d'annuler son voyage. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait pu y avoir une opération sous faux drapeau. On aurait dessoudé, comme disent les malfrats, Macron, et puis l'Ukraine aurait fait porter le chapeau aux Russes. Je ne sais pas si toutes ces rumeurs En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime ukrainien est au bord de l'effondrement, plus que jamais, au bord aussi des dissensions considérables, puisque Zelensky s'est défait de son commandant en chef, qui était très populaire, Zaloujny, qui avait 88% de taux de popularité quand Zelensky n'en a plus que 26%. Zelensky a nommé un nouveau commandant en chef qui, lui, n'a aucun état d'âme pour aller faire trucider les restes de la population qui est encore en vie. Bon, tout ça est absolument fou. Tout ça est absolument délirant. On a d'ailleurs un président de la République, Monsieur Macron, qui a dit l'autre jour à l'Express qu'il était inapte. Il a dit, je suis inapte, je sais pas parler aux gens. Vous avez vu cette sortie? Enfin, c'est incroyable. Mais comment se fait-il que les responsables, les députés, les parlementaires français ne lancent pas cette procédure de destitution selon l'article 68 de la Constitution que nous réclamons depuis 2018, et parce que M. Macron, il a aligné depuis des années des violations énormes de la Constitution française. Et maintenant, il nous dit lui-même qu'il est inapte. Mais on va attendre quoi? On va attendre d'envoyer les Français à la boucherie vis-à-vis de la Russie. On est dans une situation, excusez-moi, j'arrive. Les Français qui regardent les grands médias sont sous hypnose. La vérité, elle est là. Et si j'avais un conseil, je dirais arrêtez de regarder la télévision. À tous les gens qui m'écoutent, allez sur Internet, allez écouter Radio Courtoisie, allez écouter TV Liberté. J'espère que vous ne verrez pas de malice. Allez écouter aussi, il y en a quelques autres qui me donnent la parole et qui donnent d'ailleurs la parole à d'autres personnes. Allez aussi sur des sites sérieux. Il faut faire preuve de discernement. Mais allez sur des sites sérieux. Je permets de dire que notre site upr.fr est un site sérieux. Nous n'avons jamais été condamnés pour quoi que ce soit, pour diffamation, pour quoi que ce soit. Au contraire, nos analyses sont les bonnes. Il faut que les Français se fassent vraiment reprennent leurs esprits, parce que là, on va à la guerre mondiale quand même. Pour finir, parce que vous avez dit que oui, on connaît les qualités et les défauts de Trump, qui est aussi un être fantasque, mais il y a beaucoup d'analystes sérieux qui disent finalement, si Trump est élu, en tout cas réélu, même après le mandat Biden, c'est peut-être le gage qu'on n'entrera pas dans la guerre. Oui, je le pense profondément. Voilà. Est-ce que vous partagez cette analyse? Ah oui, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure qu'il c'était un personnage fantasme, parce que c'est le cas, mais c'est quand même quelqu'un, je rappelle que c'est quand même le seul président des États-Unis depuis plus d'un siècle qui n'a jamais déclenché de conflit. Il a même essayé de faire baisser les tensions avec la Corée du Nord, et il a bien compris. En fait, ce qui est extraordinaire dans la période que l'on vit, c'est que Donald Trump se bat contre... Il considère que la menace numéro 1 de la paix mondiale, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Corée du Nord. Il considère que la menace numéro 1, c'est l'État profond américain.
qui est en train d'entraîner le monde occidental et peut-être la planète entière dans une apocalypse nucléaire. Il a d'ailleurs dit que s'il était élu, il règle la question en 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus ce qu'il a dit, de l'Ukraine. Il suffit très simplement d'avenir. Parce que contrairement à ce qu'on nous raconte aussi ici, Poutine est un homme très intelligent. Poutine, il veut mettre la main, il l'a d'ailleurs fait sur la Crimée et le Donbass, peut-être il prendra également la région d'Odessa qui est historiquement, ethniquement, culturellement russe, pour faire le lien jusqu'avec la Transnistrie. Mais Poutine n'ira pas au-delà. Quand on nous décrit un futur Hitler qui mettra la main sur l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne, mais c'est faux. C'est faux. Il sait très bien. C'est un type qui n'a pas envie d'aller s'enliser et s'embourber dans des zones où il sait qu'il serait rejeté par la population. Pourquoi ça se passe bien en Crimée et dans le Donbass? Parce que c'est une population russophone et russophile, et qui a acclamé la Russie à 80%, peut-être pas 100%, mais à 80% en libérateur. Donc, d'ailleurs, l'entretien qu'il y a eu entre Tucker Carlson et Poutine, dont je note d'ailleurs que ça a atteint 200 millions de vues rien que sur le compte de Tucker Carlson, c'est incroyable. En fait, cet entretien, tout le monde a pu voir qu'on n'avait pas affaire à un homme tel qu'on nous l'avait décrit, qui avait 5 ou 6 cancers, la maladie d'Alzheimer, Parkinson, les pieds plats, un complexe de supériorité. Enfin, vous vous rappelez tout ce qu'on nous a dit sur Poutine. Les gens ont pu voir que c'est un homme avec qui on peut discuter, qui défend les intérêts de son pays, c'est bien normal. Et je pense que tout le monde a bien compris que Trump pourrait discuter avec Poutine pour arriver à un règlement pacifique. Voilà. Mais il y a derrière ça un État profond aux États-Unis, dont Boris Johnson s'était d'ailleurs fait finalement le chevau léger, qui a fait torpiller le projet de paix qu'il y a eu à l'été 2022. Donc je suis d'accord avec Didier Maistre. Entre deux mots, faut choisir le moindre, et à l'évidence, il faut vraiment espérer que Trump soit élu, parce que c'est lui qui pourra éventuellement arrêter la catastrophe. Sinon, on est malheureusement bien parti pour aller de plus en plus vers des provocations à l'encontre de la Russie. Et heureusement qu'il y a Poutine, parce qu'en Poutine, il y a énormément de responsables politiques en Russie qui voudraient en découdre beaucoup plus que Poutine. Regardez les discours de Medvedev, regardez les discours des gens qui l'entourent. Poutine, ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais Poutine, parmi les dirigeants russes, c'est certainement un des plus modérés et qui essaye justement de ne pas monter aux extrêmes. Merci beaucoup François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR et candidat tête de liste européenne. Nous suivrons évidemment votre campagne. Merci Didier Maistre. Nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt François Asselineau.